Bonjour à tous. Donc, Maître Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. J'accompagne des personnes sur les sujets d'ALIA quasiment depuis 25 ans. Alors, je ne suis pas dans mon cabinet, je suis dans ma voiture parce que j'ai eu un petit souci d'embouteillage. Donc, je suis installé à Paris et je voyage très fréquemment à Tel Aviv pour voir mes très nombreux clients. Et aujourd'hui, nous, on voit tous les sujets liés à l'ALIA, c'est-à-dire la préparation, ceux qui, une fois qu'ils s'installent, les sujets de droit civil avec les testaments, les donations, les successions et même les acquisitions sur lesquelles on conseille nos clients. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est vous souhaitez faire votre alia, attention à votre fiscalité. Bien souvent, les personnes se focalisent sur beaucoup de sujets liés à l'alia, mais pas obligatoirement sur la fiscalité. Or, c'est un sujet essentiel. Sujet essentiel parce que, à compter du 1er janvier 2026, ça intéresse côté français, ça intéresse côté israélien, puisque à compter du 1er janvier, ceux qui feront leur alia auront l'obligation de faire une déclaration de revenus en Israël, même pour les revenus non imposables, euh, alors que ça n'existait pas jusqu'à présent côté israélien. Donc il faut bien savoir que vous avez un vrai sujet côté français, puisque vous avez quitté un pays où bien souvent vous avez constitué votre patrimoine depuis très très longtemps et il n'est pas toujours évident de répondre aux critères de l'administration fiscale. Donc le premier élément qu'il faut toujours regarder est celui de la résidence fiscale. La résidence fiscale, elle va permettre de savoir où vous allez être imposé et de quel pays vous êtes résident fiscal. Alors, Israël a quand même beaucoup de, de spécificité, c'est-à-dire que moi j'ai des clients qui s'installent dans une trentaine de pays dans le monde. Israël, c'est un des rares pays où quand les personnes s'installent, des fois elles ne le disent pas à la France. C'est très très français ça, sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est ce qui se faisait il y a quelques années, aujourd'hui se fait moins et beaucoup plus contrôlé. Je suis toujours surpris quand je récupère un dossier contentieux sur Israël. On me dit mais je comprends pas, je suis de bonne foi et j'ai rien fait. Et je leur dis, mais le problème, c'est que comme vous avez rien fait et que vous avez accumulé les petites erreurs aux yeux de l'administration fiscale, vous êtes de très mauvaise foi. Et attention, on voit de plus en plus de sujets qui partent de rien sur des personnes qui dirigent encore des entreprises françaises, qui disent pas à l'administration qu'ils sont partis, qui créent une société israélienne pour facturer une française, et on arrive à des incompréhensions, on va dire, plutôt justifié de la part de l'administration fiscale française. Donc, il faut vraiment anticiper tous ces sujets. Le premier sujet à anticiper, c'est donc la résidence fiscale. La résidence fiscale, c'est pas le simple fait de partir en Israël, avoir une Teudat Zéhout et s'installer dans un appartement. C'est pas parce que vous avez un appartement en Israël et que vous vivez là-bas que vous êtes résident fiscal israélien. Euh, c'est le pire des réflexes. Il suffit pas de déménager, il y a un certain nombre de critères. Donc, ce qu'il va falloir regarder principalement, c'est est-ce que vous gardez un appartement, ce qu'on appelle un foyer d'habitation permanent dans la convention fiscale en France, et après on va regarder le centre de vos intérêts économiques. Et c'est toujours amusant parce que quand je demande à mes clients et je les interroge sur le centre des intérêts économiques, sur n'importe quelle destination dans le monde, il est souvent très facile de démontrer que le centre des intérêts économiques, il est encore français. Parce que vous avez eu votre vie professionnelle en France. En Israël, on m'explique que c'est pas très très grave. Bah, si, parce que si votre centre des intérêts économiques est en France, vous avez beau vivre en Israël, faire une déclaration en Israël, aux yeux du fisc français et de la Convention, vous resterez résident fiscal français. Donc le premier sujet à se poser, et nous, on voit des personnes qui, lorsqu'ils viennent nous voir pour l'ALIA, viennent des fois 2, 3 ans avant, et puis quelques-uns qui viennent 1 mois ou 2 mois avant. C'est vraiment savoir dans quelles circonstances vous partez. Et l'élément principal n'est pas celui auquel tout le monde pense.
le fameux 180 jours. Puisqu'à chaque fois que je pose des questions, on me dit oui, mais je vais rester plus de 6 mois. Je vous mets au défi de trouver dans la convention fiscale entre la France et Israël, et dans près de 120 conventions signées par la France, un délai où on parle de 6 mois. Les seules conventions que je connaisse, il y en a quelques-unes, donc celles qui concernent la France et le Qatar. Donc, vous pourriez venir en France 5 mois, que la France pourrait vous considérer comme résident fiscaux français au regard de certains critères. Donc, ne vous focalisez surtout pas le fait de dire je déménage, j'ai des enfants scolarisés, donc ça me protège, et je reste plus de 6 mois en Israël. C'est pas ça l'analyse. L'analyse, elle est beaucoup plus complexe entre le foyer d'habitation permanent et après le centre des intérêts économiques. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, on va avoir deux éléments importants qui vont jouer, c'est la résidence principale et l'exit tax. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque nous, dans mon cabinet, on reçoit quelqu'un qui va s'expatrier, on va déjà le qualifier au regard des conventions signées par la France. Je vous explique. Et puis en plus, ce que je vais vous expliquer là, moi j'ai souvent des clients qui viennent et qui me disent ah, mais tel avocat me l'a dit. Oui, mais tel avocat, a priori, il ne connaît pas le droit fiscal ou il s'improvise fiscaliste et on doit être dans le détail. Parce que vous distinguez les personnes qui partent en Europe, qui, elles, ont un principe de libre circulation. Donc la France ne peut pas mettre de restrictions. Puis on a une deuxième catégorie, ceux qui partent dans des pays qui ont signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts. Typiquement l'île Maurice, le Maroc. Et là, ceux qui partent dans ces pays vont avoir les mêmes avantages que ceux qui partent en Europe. Et puis la troisième catégorie, dont fait partie Israël, c'est ceux qui n'ont pas signé de convention en matière de recouvrement d'impôts. Et là, il va y avoir deux incidences importantes. Première incidence, si vous ne vendez pas votre résidence principale avant de partir, vous ne pourrez plus bénéficier de l'abattement résidence principale à compter du jour où vous avez posé le pied en Israël. Alors on me dit oui, mais il y a une règle pour qu'on aille jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Oui, mais ça concerne les deux premières catégories, pas Israël. Donc, on anticipe. Et aujourd'hui, moi, quand des clients me viennent, j'en ai certains qui ont dû décaler leur aléa parce que on ne vient pas obligatoirement voir un fiscaliste quand on a des millions d'euros. On vient poser des questions, comprendre, essayer de se protéger. Et ils me disent, mais moi j'ai prévu, il ne faut pas que je paye de la plus-value. Si vous ne payez pas la plus-value, il faut attendre avant de partir. La deuxième incidence va concerner l'exit tax. Alors l'exit tax, c'est quoi? C'est une déclaration concernant les plus-values latentes sur les titres de société soumises à l'impôt société que vous pouvez posséder. Soit vous avez votre propre société, et à partir du moment où le foyer fiscal détient au moins 50% de cette société, automatiquement vous êtes à l'exit tax. Soit vous avez une participation avec des titres supérieurs à 800 000 euros, et là vous rentrez aussi dans l'exit tax. Alors c'est quoi la différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure, les deux premières catégories de destination, et Israël qui est dans la troisième? Comme Israël n'a pas de convention en matière de recouvrement d'impôts, il va falloir déposer une déclaration d'exit tax au moins 3 mois avant de partir. Et donc, donner des garanties au regard du calcul qu'aura fait l'avocat. Alors, les garanties, c'est souvent un nantissement sur des titres. Ça peut être des cautions bancaires ou une hypothèque, mais généralement, c'est un nantissement sur des titres parce que ça ne coûte pas grand-chose et ça n'empêche pas des distributions de dividendes. L'exit tax a une durée de 2 ans ou 5 ans selon le niveau de fortune que vous avez en matière de titres de société. Attention, en ce moment, il y a une discussion à l'Assemblée nationale pour faire passer, à compter du 1er janvier 2026, la durée à 15 ans. Alors, c'est pas très, très grave que ça passe de 5 à 15, parce qu'en réalité, les 15 ans, c'est ce qu'on avait sous François Hollande, ça n'a jamais empêché quelqu'un de partir. Donc,
Quand je parle d'anticipation, il y a deux sujets. Résidence principale, si vous comptiez avoir un abattement, ben, il faut le faire et le prévoir quand même longtemps à l'avance. Et moi, sur des clients qui sont venus voir en me disant je m'en vais en Israël dans un an et demi, bah, vu que dans un an et demi, on sera en élection présidentielle en France et que le marché risque d'être encore plus compliqué, ils ont déjà mis en vente leurs biens immobiliers. Et deuxièmement, bah, on ne vient pas voir son avocat fiscaliste pour lui dire euh, je m'en vais très gentiment dans 15 jours alors que j'ai un exit tax et je dois respecter un délai de 3 mois. Donc, on anticipe ces deux points qui sont pas spécifiques uniquement à Israël, hein. Vous partiriez en Suisse, à Hong Kong, à Singapour, en Amérique du Sud, vous avez une majorité de pays qui sont dans cette catégorie, ou même aux Émirats arabes unis. Donc, c'est très important de comprendre ça. Après, il faut comprendre que l'administration française va pas vous oublier. Et pourquoi elle va pas vous oublier? Parce que, souvenez-vous, l'an dernier, à cette époque, on a un gouvernement qui a été renversé et on n'a pas eu de loi de finances en décembre. On a eu une loi de finances uniquement en début d'année. Donc une loi de finances au rabais. Mais il y a une disposition qui est hyper importante à comprendre, et là sont tous les enjeux, c'est que la prescription qui était de 3 ans en matière d'expatriation fiscale, de remise en cause d'une résidence fiscale, est passée à 10 ans. Donc l'administration, souvent, moi, mes clients me disent, mais euh, maître, je m'en vais au mois de juin, combien de jours il faut que je reste? Je leur dis, c'est pas le seul sujet, mais en plus, l'année de départ, c'est pas important. Ce qu'on va regarder, c'est dans la durée. Et donc, l'administration, je n'ai jamais vu l'administration fiscale venir un an après un départ. Elle attend, elle constitue un dossier, et aujourd'hui, c'est facile. Elle a beaucoup de moyens, et elle va en avoir dans quelques mois encore plus parce qu'elle va pouvoir recouper, elle va avoir le droit de recouper les informations en social et en fiscal. On a le droit, par exemple, quand on est retraité, de venir se soigner en France gratuitement parce que si on a cotisé au moins 15 ans, on a la sécurité sociale française gratuite. Pour autant, quelqu'un qui va voir 50 fois son médecin en 2 ans, aux yeux du fisc français, c'est quelqu'un qui est résident fiscal français. Donc, il faut bien regarder tous les éléments lorsqu'on part. Et notamment, qu'est-ce que je vais laisser en France? Qu'est-ce que je vais encore avoir comme impôts de source française? Alors, à l'impôt sur le revenu, ça va être plutôt clair, on va vite les passer en revue. Et Rachel, tu me diras s'il y a des questions, parce que comme je vois rien, je suis un peu à l'aveugle là. Euh, Traitement et salaire de source française à éviter. Pourquoi? Parce que ça coûte cher socialement et que vous n'avez plus le droit à la sécurité sociale française. Et même en impôt, un non-résident n'est plus imposé en fonction d'un quotient familial. Ça, c'est très important à le comprendre. Le non-résident, il n'a plus de quotient familial, plus de déduction, plus de réduction d'impôt. Donc, certaines personnes qui ont deux, trois enfants, qui ont des dons, un salarié à domicile, leur impôt, il change quand même pas mal en surface et en paiement. Donc, les salaires, on diminue. Attention, on ne passe pas non plus à l'extrême. Si vous êtes dirigeant de votre entreprise, je ne vais surtout pas vous mettre à zéro. On va vous mettre une rémunération qui générera pas d'impôt, de l'ordre à moins de 1 500 € par mois, parce qu'on ne peut pas aussi être dirigeant d'entreprise, avoir gagné tous les ans 80 000, 100 000, 200 000 € et d'un seul coup passer à zéro. Donc, traitement et salaire, on évite. Revenu immobilier, que ce soit de la location nue ou meublée, on est dans une situation où Israël étant hors dehors du mécanisme européen, on va avoir dès le premier euro une imposition à 37,2%. Et au-dessus de 29 000 €, 47,2% d'impôt. Donc, soit on va réfléchir avant de partir pour optimiser cela, soit on va se rendre compte que les clients, ils vendent petit à petit leur immobilier parce que c'est insupportable d'avoir sur des sommes aussi petites une fiscalité aussi importante.
Les retraites, si ce sont des retraites privées, elles sont imposables en Israël, donc non imposables pendant 10 ans. Les retraites publiques restent imposables en France. Les revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire les dividendes, on a aujourd'hui une retenue à la source en France de 12,8%. Mais attention, vous avez un certain nombre de surtaxes qui existent. La contribution sur le haut revenu et la contribution différentielle sur le haut revenu qui vont vous amener à avoir au maximum une imposition de 15%. Pourquoi 15%? Parce que dans la convention fiscale signée entre la France et Israël, le taux est de 15%. Mais il faut savoir que côté israélien, pendant 10 ans, vous n'aurez pas d'imposition. Donc, le système est extrêmement avantageux et on a un certain nombre de ce que moi j'appelle soit des chefs d'entreprise, soit des investisseurs, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'argent dans des structures françaises type holding, qui vont sortir leur liquidité de cette manière. Alors, il y a un certain nombre de règles à respecter, on ne va pas expliquer ça ce matin. Là, on précise juste les éléments importants. Autre élément important concernant les valeurs mobilières. Vous avez des titres de société françaises. Alors, si vous ne rentrez pas dans le mécanisme de l'exit tax, ce qui est tout à fait possible, et que vous avez moins de 10% de la société ou 25% si c'est une société familiale, quand vous allez les céder, vous n'aurez ni impôt en France ni impôt en Israël. Donc ça, c'est relativement peu connu, mais il faut le comprendre. Donc, si vous avez un portefeuille titre qui est 50 000, 100 000, 200 000 euros, et vous vous dites, je veux le vendre, ne le vendez surtout pas avant de partir. Avant de partir, vous aurez une imposition de 30%. Après, vous aurez une imposition zéro parce que vous êtes non imposable en Israël et non imposable en France du fait de la convention fiscale. Il faut savoir que lorsque la détention est supérieure à 10% dans les sociétés non familiales ou à 25% dans les sociétés familiales, la fiscalité se fait en France. L'imposition de les plus-values est en France. Lorsqu'on est en dessous, l'imposition ne se fait jamais en France. Dernier point, l'assurance vie. On ne ferme pas un contrat avant de partir. On le ferme après être parti. Pourquoi? Parce que le fait de partir vous enlève des contributions sociales. Donc, vous allez avoir tout un mécanisme et il est nécessaire dans ce cadre-là d'obtenir un certificat de résidence fiscale israélien que vous n'aurez pas immédiatement. Ça peut prendre jusqu'à 1 an pour l'obtenir, mais grâce à ça, vous allez avoir quand même une grosse économie si vous souhaitez fermer votre contrat d'assurance vie. Donc là, on a vu comment continuer à imposer en France des revenus alors que vous êtes devenu résident fiscal israélien. N'oubliez pas qu'il faut continuer à déclarer ses impôts si vous avez des revenus de source française. Vous n'aurez plus à compter de votre départ de France à déclarer les comptes bancaires que vous détenez à l'étranger, puisqu'un non-résident ne rentre pas dans l'obligation de la déclaration 3916 qui concerne les comptes à l'étranger ou même les contrats d'assurance vie détenus à l'étranger. Donc, bien comprendre que l'administration française va vous surveiller, puisque vous allez passer du centre dont vous dépendez peut-être aujourd'hui ou vous dépendiez avant, donc où vous habitez, au centre des non-résidents. Dernier élément, quand même important, parce que j'entends dire beaucoup de choses lorsque je vais en Israël, on m'explique, mais c'est pas grave qu'on fasse telle ou telle chose parce que il y a peu de contrôle. Alors le problème, c'est que moi, quand je récupère les contrôles, on me dit pourquoi c'est tombé sur moi. Parce qu'il y a des contrôles, il y a de plus en plus de contrôles. Alors, faut être clair, Israël n'est pas la première destination vérifiée aujourd'hui. C'est plutôt les Émirats arabes unis, mais il y a beaucoup de vérifications sur Israël, euh, notamment au niveau de l'exit tax et au niveau des facturations entre des sociétés israéliennes et françaises. Donc, et ne pensez pas parce que vous avez un petit montant de facturation, c'est souvent plus facile de trouver un petit montant de facturation ou une petite entreprise que dans une grosse où on a des milliers de factures et où ça ne ressort pas obligatoirement.
Et quand on facture entre des sociétés françaises et israéliennes, eh ben, on ne se dit pas je le fais pour enlever le résultat de la structure française, parce que ça termine souvent très très mal. On doit facturer à un prix de marché, et le prix de marché, c'est pas le prix qui vous permet de diminuer votre impôt. Et il va falloir prouver la réalisation des prestations. Lorsqu'on m'explique, ah, mais j'ai téléphoné, j'ai fait du call center, j'ai téléphoné à X personnes, et qu'on est incapable de me démontrer ça par des mails, par des listings, par un suivi, bah, l'administration, elle n'est pas dupe, elle voit bien que on facture des sommes pour sortir ces sommes de France de manière indue. Donc, oui, il y a des contrôles. Il n'y a pas de contrôle automatique au moment où vous partez. Parce que souvent on me dit, mais je vais partir, je pars en Israël, on va me contrôler. Or ça, c'est n'importe quoi. Et moi, je le vois parce que depuis le temps que j'ai des clients qui partent vers Israël et dans les autres pays, il n'y a pas de caractère automatique à venir vous contrôler quand vous partez. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de poser des questions. Nous, on nous pose souvent des questions pour mes clients. Et donc, il faut vraiment avoir conscience que vous allez changer de vie fiscalement, rentrer sur des règles en France totalement différentes que lorsque vous étiez résident fiscaux français, avec des impositions qui peuvent être non négligeables et des règles qui changent. Vous avez un bien immobilier en France et vous le vendez en qualité de non-résident, on vous demandera obligatoirement de prendre ce qu'on appelle un représentant fiscal. Donc voilà pour les éléments que je voulais vous expliquer ce matin.